Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'échange une nouvelle fois avec Jean-Pierre Rizot, le président de la FNADEPA, pour discuter et faire un bilan de l'année 2020 et aussi 2020-2021 et aussi parler des perspectives et de ce qui nous attend en 2022. Alors salut Jean-Pierre, merci de reparticiper à ce podcast. Salut Arnaud, avec plaisir. Je pense que tu peux te présenter peut-être très rapidement, mais puisque tu es un habitué. Et puis ensuite, quel bilan tu dresses de l'année qui vient de s'écouler? Oui, merci Arnaud, merci une nouvelle fois pour ton invitation. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi et de parler en effet à la fois de ce qui s'est passé, dans cette année 2021 qui s'achève et qui s'est achevée et des perspectives de 2022. Je suis effectivement, et tu l'as dit, président de la FNADEPA, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées, qui regroupe aujourd'hui 1320 adhérents environ, à la fois des directeurs d'EHPAD, des directeurs de résidence autonomie et des directeurs de services à domicile. Alors, c'est vrai que tirer un bilan de cette année 2021, Arnaud, c'est d'abord, évidemment, le replacer dans le cadre de ce qui toujours est une période Covid dense, intense, et on le sait et on le voit ces derniers jours avec cette 5e vague, puis cette aussi sans doute 6e vague liée au variant Omicron. Et cette année a été une année extrêmement difficile pour l'ensemble des adhérents de la FNADEPA. Elle a été difficile pour les directeurs et les directrices. Elle a aussi été difficile pour l'ensemble des équipes. Alors, difficile en quoi? Sans doute parce que ce Covid fait toujours peser une pression très importante sur les établissements et les services adhérents à notre fédération. Cette pression, elle est toujours existante. Et j'ai envie de te dire, Arnaud, malgré les avancées que 2021 a connues, j'en citerai deux, évidemment. Il y en a d'autres, mais j'en citerai deux. Et pour faire un juste équilibre entre le domicile et les établissements, je citerai les avancées majeures du Ségur, dans le sens où, effectivement, il y a là une prise en compte d'une reconnaissance des métiers au sein des établissements, des EHPAD et, tu le sais, par extension pour 2022 au sein des résidences autonomie. Et puis, pour le domicile, en tout cas de la branche de la domicile, la branche associative, l'avenant 43 de la convention collective. Et au fond, on voit bien que ces deux avancées-là, qui sont importantes, il ne s'agit pas de les nier, la FNADEPA ne les nie pas, n'ont absolument pas réglé la question des tensions RH inédites dans notre secteur. Elles ont sans doute, ces deux avancées-là, à la fois le Ségur et l'avenant 43, permis peut-être d'éviter des hémorragies de personnel, de celles et ceux qui sont dans nos établissements et services depuis longtemps. On a réduit l'hémorragie. Voilà, sans doute éviter l'hémorragie, mais en aucun cas, ces dispositifs-là ne sont suffisants aujourd'hui pour donner une reconnaissance à ces métiers, une valorisation suffisante de ces métiers et au fond, un effet massif de candidature au sein de nos établissements et services. On le voit aujourd'hui dans les établissements, je commencerai par les EHPAD. La réalité de cette année 2021, c'est qu'il a manqué tous les corps de métier dans nos établissements. Il a manqué bien sûr des soignants, bien sûr au premier rang évidemment desquels des aides-soignants et des infirmiers. C'est hallucinant aujourd'hui les situations dans lesquelles se retrouvent nombreux d'établissements autour de ces métiers-là. Mais il a manqué évidemment aussi des animateurs, il a manqué évidemment aussi des cuistots, il a manqué des agents d'entretien, il a manqué des cadres administratifs. Au fond, quand on fait le point sur l'ensemble de nos établissements aujourd'hui, et on a une remontée, nous, on fait de manière assez régulière des sondages auprès de nos adhérents pour savoir quelle est leur réalité, bien sûr. Et on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, il manque dans tous les établissements toute une catégorie de personnel qui sont indispensables au bon fonctionnement de nos établissements. Et quand je dis qu'ils sont
indispensable, Arnaud, c'est pour assurer une qualité de l'accompagnement de nos aînés. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point les tensions RH fabriquent des tensions autour de l'accompagnement, restreignent les modalités d'accompagnement, ces tensions RH. Elles restreignent en établissement, bien sûr, et pareil à domicile. Et au fond, ces restrictions, on voit bien qu'elles ne permettent pas, et c'est notre problématique aujourd'hui, la problématique de nos directeurs et directrices adhérents, c'est ce qu'elles nous font remonter. Ils ne permettent pas d'assurer une bonne réponse, une réponse en adéquation avec les attentes et les besoins de l'ensemble de celles et ceux qui aujourd'hui font confiance en nos établissements et services au sein de notre réseau. Je parle des EHPAD, évidemment, parce que c'est le corps de notre fédération, mais on a les mêmes réalités aujourd'hui sur les résidences autonomie et on a les mêmes réalités, Arnaud, sur les services à domicile. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point les tensions de personnel nous empêchent à la fois d'accompagner de nouvelles personnes à aider à domicile. Et quand on est à domicile, aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement professionnel, en complément évidemment de l'aide des aidants naturels et de tout ce que peut se construire autour. Mais on n'est même pas en capacité aujourd'hui, nombre des associations d'aide à domicile aujourd'hui dans notre département et dans notre territoire, ne sont pas en capacité d'accompagner correctement celles et ceux qui s'accompagnent depuis des années. Parce que ces tensions RH, elles sont inouïes, absolument inouïes. Donc évidemment qu'il y a des questions autour des avancées qu'ont permis le Ségur, des avancées qu'ont permis aussi la 43, et je pense qu'il ne s'agit pas de les nier, mais il s'agit aussi de voir qu'il y a encore un chemin extrêmement important à construire autour de la valorisation des métiers, de la reconnaissance des métiers, et sans doute aussi, mais on en avait évoqué dans un épisode précédent ensemble, d'une vraie réforme de ces métiers-là, à la fois du contenu de ces métiers, à la fois de ce que ça renvoie en termes de visibilité par rapport à nos concitoyens, et aussi des conditions d'exercice de ces métiers. On le sait quand on fait un sondage auprès de nos équipes, on sait très bien que, bien sûr que la question du salaire est importante, mais elle n'est pas suffisante. Ce que demandent aujourd'hui les professionnels du grand âge, c'est d'être plus nombreux pour travailler mieux et accompagner mieux celles et ceux qui sont avec eux, qui vivent dans nos établissements et services. C'est ça qui est aussi recherché. Être en échec, en fait. C'est ça qui est terrible pour les équipes. C'est être face aux personnes et pas être capable de faire. Et un parallèle qu'on peut voir avec l'hôpital qui, malgré une situation de crise, est contraint de fermer des services. Ce que tu disais, par exemple, au domicile, ce qui est d'autant plus horrible pour les établissements et pour un service à domicile, c'est de ne plus pouvoir accompagner quelqu'un qu'on accueille déjà. Ce n'est pas la question de ne pas prendre des nouveaux patients, c'est de se dire qu'on accueille quelqu'un qui a confiance en nous, qui nous attend, et finalement, on ne va pas être capable ou tout à fait capable d'apporter le service qu'on voudrait, ou alors au dépend d'une énergie folle et tout à fait. Qui va conduire à l'épuisement, quoi. Tu as tout à fait raison, et le parallèle que tu fais avec l'hôpital est évidemment le bon parallèle, parce qu'on voit bien à quel point aujourd'hui le médico-social et le sanitaire, le champ hospitalier, en tout cas, ou le sanitaire de manière très générale, le champ de la santé, sont parfaitement liés aujourd'hui. Les réalités que l'on rencontre à l'hôpital sont celles que nous rencontrons dans le médico-social aujourd'hui, et finalement, elles sont globalement de même nature. Et on voit bien là encore, et beaucoup de nos directeurs, directrices nous font remonter ces réalités-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve même souvent dans une forme de concurrence entre l'hôpital maintenant et le médico-social. Et on a, nous, des soignants qui quittent le médico-social pour partir à l'hôpital. Ouais. Parce que les conditions aujourd'hui, évidemment, qui sont proposées à l'hôpital, là aussi, malgré les difficultés que tu évoques, forment une forme d'aspiration par rapport à nos établissements et services à nous. Et on se retrouve avec, finalement, fabriquer de la concurrence partout, sur l'ensemble des territoires. La question du Ségur et des différentes mises en œuvre du Ségur a aussi fabriqué cette forme de concurrence. La question de la prime grand âge a fabriqué la concurrence. Alors, c'est vrai que cette année 2021, elle a été très marquée par ça, très marquée par cette pression liée au Covid, et en même temps, elle a aussi été très marquée par... là encore, cette capacité qu'ont eu les établissements et les services à s'inventer, à continuer à se réinventer. Tu sais, il y a eu quelques moments de répit dans cette année 2021. Il y a eu quelques plateaux comme ça. Alors
C'est des moments où on s'est dit que le Covid était passé, où on s'est dit qu'on allait pouvoir refabriquer tout un tas de projets, d'actions innovantes, où on allait pouvoir reparler d'autre chose que de cette crise sanitaire et de la pression qu'elle faisait porter aux équipes. Et les établissements et services, ceux de la FNADEPA en tout cas, ont profité de ces temps-là pour inventer des formes d'accompagnement diversifiées, pour retravailler la question de l'accompagnement, pour communiquer positivement sur ce qui s'est passé dans les établissements et services. Et on a vu là encore, même si on est un peu, les établissements, notamment les EHPAD, sont un peu sortis des radars pendant cette période 2021. Autant 2020 avait été l'année des EHPAD, si je puis me permettre l'expression, dans les médias. Autant 2021, ça a été beaucoup plus diffus, évidemment. Mais là, on voit bien quand même que malgré tout, notre réseau a su s'adapter, a su, encore une fois, créer, construire, innover, saisir les opportunités qu'ont permis un certain nombre au fond, d'actions lancées par l'État. Je parlais du Ségur tout à l'heure sur son volet financement salarial, mais il y a le Ségur de l'investissement également qui va donner des perspectives extrêmement intéressantes sur ce sujet-là, qui va permettre aux établissements, bien sûr, de se rénover, mais pas que. Il y a des actions autour des tiers-lieux, autour de logiques domiciliaires qui sont aujourd'hui créées au sein aussi de la CNSA, réfléchies au sein de la CNSA, et dont sont emparés nos établissements, les directeurs d'établissements et de services. Il y a des logiques aujourd'hui de collaboration entre établissements et services qui naissent d'un certain nombre de réflexions communes, parfois portées par des fédérations, parfois portées par des conseils départementaux, par des ARS, bien sûr. Donc, voilà, avec un travail de collaboration qui a continué à se fabriquer. Et 2021, au fond, s'il y avait un bilan un peu rapide à faire en cette toute fin d'année, c'est bien effectivement de se dire que ça a été une année éprouvante parce qu'on a évoqué les raisons tout à l'heure, mais ça a été aussi une année qui a été une année de défis et de défis relevés. Et au fond, peut-être que cette année 2021, parce qu'on a relevé ces défis-là, individuellement et collectivement, laisse imaginer que 2022 puisse être une année qui soit une année de construction d'une grande réforme, sans doute un peu plus aboutie que les éléments qui sont aujourd'hui ceux que nous a permis l'État, là encore une fois sans les nier, mais en niant pas non plus, au fond, les limites, j'ai envie de dire, et les carences actuelles. Oui, parce que 2021, c'est aussi la loi grand âge qui finalement n'aboutit pas. Oui, on en a beaucoup parlé aussi ensemble sur tes ondes, Arnaud, et c'est vrai que c'est un peu l'arlésienne, comme on dit dans ma région, cette loi grand âge d'autonomie. Elle est apparue au fond pendant l'été. Et on a senti, parce qu'il y a des travaux qui ont été menés pendant l'été, qui ont été conduits, et on a senti que oui, ça pouvait aboutir. Et oui, il y avait dans les prémices de cette loi grand âge, évidemment, tellement documenté depuis le rapport, notamment de Dominique Libaud, mais avant et après et depuis, on a senti dans les réflexions de l'État une idée quand même extrêmement forte autour de ce qu'il pouvait y avoir dans cette loi grand âge autonome, qui s'est appelée Génération solidaire de manière un peu plus épisodique et un peu plus courte. Et puis, c'est vrai que l'abandon de cette loi a été une vraie déception et un peu plus que ça. J'emploie le mot abandon parce que c'est un peu ce sentiment-là que ça a donné. Ouais. On s'est senti abandonné. Les acteurs de ce secteur se sont sentis abandonnés au fond, le report de cette loi. Et on voit bien à quel point, mais la FNADEPA l'a dit depuis le début et on l'a dit avec toi et partout, nous ne pensons pas qu'une réforme de l'accompagnement de nos aînés aboutit, qu'une réforme ambitieuse et qu'une réforme, au fond, susceptible de transformer la société et notre société puisse se faire sans une grande loi programmatique et avec des financements pluriannuels. Ça a été depuis le début la position qui a été la nôtre, et depuis le début, on est nous convaincus qu'on pouvait faire et qu'on peut faire plein de choses sans une loi de cet ordre-là, de cette nature-là, mais qu'on ne peut pas tout faire et surtout on ne peut pas faire assez sans une loi de cette nature-là.
Et évidemment, 2022 est une année importante au plan électoral. C'est une année dans laquelle on va, dans les 6 mois qui viennent, élire à la fois un président de la République ou une présidente de la République, et on va élire ensuite des députés. Et clairement, la FNADEPA continue à dire que cette réforme de l'accompagnement de nos aînés, ceux d'aujourd'hui et ceux que nous serons dans une trentaine d'années, si on a la chance de vieillir, cette loi-là, la FNADEPA compte peser sur les débats, peser sur cette campagne. On compte que, évidemment, tout ce que nous avons évoqué ensemble, la santé des Français, l'accompagnement de nos aînés, la question des politiques de l'autonomie, de manière très générale, la question, mais aussi de la solidarité entre les générations, de la vision, la place que l'on donne à nos aînés, la question au fond, aussi la mobilité dans la ville, les questions d'accessibilité, les questions de citoyenneté, que ces questions-là, ce soient des questions qui soient centrales dans les campagnes qui s'annoncent. D'abord pour la présidentielle et ensuite pour les législatives. Et notre souhait, notre travail, notre espoir et les actions que nous allons conduire, quand je dis nous, c'est bien sûr la FNADEPA nationale, mais aussi l'ensemble des FNADEPA départementales et régionales. Les 1320 adhérents de notre réseau vont tous mener cette campagne-là et vont tous chercher à ce que, au fond, une grande loi, et je le dis, je le redis, une grande loi qui soit à la fois programmatique, pluriannuelle et qui engage des financements pérennes, puisse être un des engagements de campagne de la présidentielle, puis des députés qui appelleront les Français à voter pour eux. Mais aussi Arnaud, au-delà de cette loi, de cette grande loi ambitieuse, que la question de la démographie, la question du vieillissement, la question de la place de nos aînés dans la population deviennent extrêmement récurrentes dans l'ensemble des politiques publiques. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'irriguer l'ensemble des politiques publiques, quelles qu'elles soient, les politiques de la ville, les politiques de la ruralité, les politiques aujourd'hui autour de l'accessibilité, l'ensemble des politiques qui fabriquent aujourd'hui la vie en société dans une démocratie comme la nôtre, soit teintées de la question du vieillissement. Ouais. Moi, tu vois, ce que ça m'évoque, alors, parce que c'est clair que c'est des sujets qui me paraissent, en tout cas, alors peut-être que c'est parce que nous, on est peut-être plus concernés par ces sujets-là, mais qui ne semblent pas du tout, enfin, pas être les sujets majeurs, ou en tout cas, ce qui a été abordé pour le moment. Et tu vois, je me dis même, en fait, c'est la question de la santé au sens large, parce que finalement, il y a la question des générations, des personnes plus âgées, du défi démographique et tout ça, mais en fait, juste, déjà, il faudrait que l'hôpital et par extension, en fait, l'ensemble des établissements de santé, tu vois, et des services et même la médecine de ville et tout ça, c'est de se dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement, tellement mal engagé, tu vois, d'un point de vue RH, en fait, il y a plus les soignants, tout le monde a le moral dans les chaussettes, l'hôpital ferme des lits, les EHPAD, c'est quasi la même chose. Et comment, selon toi, on pourrait, parce que essayer de faire peser un peu plus ce sujet-là dans le débat. Et il n'y a qu'une fédération qui peut faire, enfin, tu vois, qui peut faire ça. Ça demande quand même une énergie et un poids, en fait, pour peser sur un débat comme ça. C'est clair, Arnaud. Le constat que tu fais, le diagnostic que tu fais est le diagnostic essentiel aujourd'hui. On n'accompagnera pas correctement les Français autour de la question du soin et de la considération qui est apportée autour du soin de manière très générale, le sens de santé de manière très générale, sans avoir les moyens humains pour accompagner ces Français. Moi, je reste convaincu aujourd'hui qu'il y a encore une réforme hospitalière à construire et que cette réforme hospitalière, qui est la base du Ségur, le Ségur, c'est d'abord une réforme hospitalière, c'est d'abord une valorisation de l'hôpital. Et puis, par extension, sont venus se rajouter un certain nombre d'autres acteurs. Et on a évidemment, nous, milité pour que les EHPAD, mais aussi les résidences autonomie et idéalement d'autres acteurs, puissent aussi être dans cette extension. Mais l'hôpital, aujourd'hui, n'est pas sorti encore assez fort du Ségur
pour ne pas continuer sa mue, Mmh. pour ne pas continuer sa mutation, pour ne pas continuer sa revalorisation. Et je pense que l'État va devoir, et c'est incontestablement un sujet majeur, et tu as raison de dire que ce n'est pas que la petite FNADEPA qui peut peser sur ça, c'est une action collective qui doit peser. Évidemment que les grandes fédérations du champ de la santé vont avoir un rôle majeur à jouer sur ces sujets-là. Mais je pense qu'à tous et à plusieurs, l'enjeu, c'est que nous, FNADEPA, nous allons évidemment porter notre voix, porter ce que nous disons et ce que nous pensons, mais nous allons essayer aussi d'avoir une dynamique collective autour de ces sujets-là, pour que la campagne tourne autour de ces sujets-là. Ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est ça a à voir avec leur santé. On est tous dans cette espèce de stress permanent autour du Covid. En tout cas, toi et moi, on l'est, et beaucoup de celles et ceux qui t'écoutent et qui nous regardent aujourd'hui le sont aussi. Et en même temps, on voit bien que pour l'instant, les premières bribes autour de la campagne présidentielle, elles ne touchent pas sur ces sujets. Elles ne concernent pas ce sujet-là. Elles concernent d'autres sujets qui sont évidemment tout à fait légitimes. Mais nous, on veut s'y retrouver dans ces questions-là. Et on doit s'y retrouver parce que si on ne poursuit pas la réforme de l'hôpital, si on ne poursuit pas la réforme du médico-social, nul doute, et avec des bras, comme tu le dis très bien, nul doute qu'on va se retrouver de manière récurrente et constante dans ces difficultés-là. Tu le disais, l'hôpital ferme des lits, mais ce n'est pas nouveau. Mais les EHPAD aujourd'hui, nombre d'EHPAD, et dans notre réseau, beaucoup de directeurs d'EHPAD et directrices d'EHPAD ont été obligés de geler des entrées parce qu'ils n'ont pas les bras pour accompagner dignement celles et ceux qui veulent entrer en établissement aujourd'hui et dont c'est le projet de vie. Et c'est terrible parce que c'est ça qui a un peu changé finalement ces 2 dernières années. C'est qu'autant, moi, j'ai souvenir d'avoir dû courir plutôt après des financements, après des moyens financiers, budgétaires pour fonctionner. Aujourd'hui, on a l'impression avec le Ségur que c'est plus du tout ça, même s'il y a quand même des difficultés, des surcoûts et des retards de financement. Mais malgré tout, il y a cette volonté de mettre de l'argent, mais qu'en fait, le vrai problème, j'ai l'impression, c'est la logique de recrutement et par extension, en fait, de formation. Et aussi, du coup, si on veut former plus, c'est être attractif. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore vraiment sur ces sujets-là. Tu vois, on parle de passe sanitaire, de trucs. C'est ça qui anime la collectivité, en fait, plutôt que le vrai sujet, comment on forme plus de soignants. Oui, je crois que là, il y a un trou dans la raquette, au fond. C'est-à-dire que, en effet, tu l'as dit, l'État a mobilisé des moyens et c'est, encore une fois, il y a des réformes qui ont été à jour depuis le début de la crise. Mais en même temps, il n'y a pas plus de gens intéressés par ces métiers-là. Parce que sans doute qu'on n'a pas su collectivement, et chacun, alors à la fois nous, au niveau de nos établissements et services, et puis la FNADEPA au niveau fédéral, et puis l'État aussi, l'ensemble des acteurs de ce secteur-là, n'ont pas su redonner, au fond, envie à nombre de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, de bosser dans ce secteur-là. C'est-à-dire que la question de ce que la loi doit permettre aussi, Arnaud, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, de redonner une vision à ces métiers, du sens à ces métiers. Ça passe bien sûr par une rémunération, mais pas seulement. Là encore, je crois que attirer des personnes, attirer des candidats dans nos secteurs, ça veut dire parler autrement de ce secteur d'activité, parler autrement du grand âge, donner une place différente à nos aînés, donner une place différente aux politiques à leur destination. Et probablement qu'on le sait, mais il y a eu beaucoup de rapports. Je pense au rapport d'Audrey Dufeu, notamment autour de la question de la discrimination liée à l'âge. Et il y a eu beaucoup d'éléments qui montrent aujourd'hui à quel point, mais au fond, c'est pas très sexy de bosser avec des personnes âgées. Non, et d'autant plus qu'on sait maintenant, alors que c'est peut-être mieux payé, mais en même temps, on sait et on identifie qu'il manque du monde, en fait. Et du coup, y aller, ça veut dire finalement, ça pourrait vouloir dire aller un peu au casse-pipe, tu vois, en se disant, mais je vais aller dans un truc où finalement, je sais que je vais galérer, je sais que ce sera dur. Donc finalement, OK, c'est un peu mieux payé qu'avant, mais ça fait toujours pas le poids par rapport, surtout à l'image qui est renvoyée. Parce qu'en réalité, ça reste des métiers extraordinaires et avec énormément de sens, mais malgré tout,
c'est cette image de se dire, et même comme à l'hôpital, tu vois, de se dire finalement, on entend que les services sont saturés, qu'on ferme des lits et tout ça, on se dit, bah, j'ai pas envie d'aller là-dedans, en fait, c'est juste, je vais galérer, quoi. Bien sûr. Mais tu as parfaitement cerné la difficulté. Et aujourd'hui, en effet, nos établissements sont tellement en difficulté pour avoir des effectifs complets Ouais, qu'en effet, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens, vous allez travailler, mais peut-être il va manquer du monde, il va y avoir. Ça ne donne pas envie, en effet. Parce que je le disais tout à l'heure, rappelons-nous bien quand même que ce qu'attendent les salariés de notre secteur, c'est d'être plus nombreux pour accompagner mieux. Et donc, on voit bien à quel point cette question-là d'être plus nombreux pour accompagner mieux, il faut la prendre par un bout. On ne peut pas juste se contenter de dire, allez, on ne va pas donner plus de moyens en termes de nombre de salariés dans nos établissements et services parce que vous ne serez pas capable de les trouver. Ce n'est pas entendable comme discours. Donnons les moyens aux établissements de former, et de manière avec des vraies politiques de formation, des vraies visibilités nationales, des vraies questions de communication, et probablement qu'on attirera plus facilement un certain nombre de personnes qui aujourd'hui hésitent encore. Mais tu vois, et finalement, c'est bien ça l'enjeu, au fond. C'est de fabriquer une politique pour demain et pas fabriquer une politique pour aujourd'hui. c'est ça, c'est comment on est sur quelque chose. Et tu l'as dit, hein, la loi, c'était aussi du pluriannuel. Aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais le Ségur, c'est un peu du au jour le jour. Finalement, on compense, on fait les comptes en fin d'année, mais on ne se donne pas de nouveaux moyens ni de nouvelles visions pour les années suivantes. Un peu avec les Exactement. PAI, mais Oui, c'est un tout. petit peu. Mais il n'y a que les PAI, parce que le Ouais, PLFSS, c'est chaque année, comme son nom l'indique. ouais, Et une loi de financement de sécurité sociale, elle peut être remise. Tout ce qui est intégré dans cette LFSS 2022, ben ça ne vaut que pour 2022. Et donc c'est là où je dis, fabriquons une vraie réforme pour demain. Demain, c'est 2030, 2050. Les échéances, on les connaît. Elles font de doute pour personne aujourd'hui. Mais fabriquons une vraie loi une vraie réforme pour demain et pas une réforme pour aujourd'hui. La réforme pour aujourd'hui, elle ne suffira pas. Elle ne suffira pas et on va pouvoir construire à côté, là encore avec une dynamique, je le disais, une dynamique de construction, une dynamique de développement, mais qui ne permettra pas d'assurer aujourd'hui l'essentiel même des bases de notre secteur. Et les bases de notre secteur, c'est d'avoir des professionnels formés, qualifiés, payés pour accompagner correctement celles et ceux qui vieillissent, qui ont la chance de vieillir et qui ont le souhait de vieillir où ils ont envie de vieillir, à domicile ou dans toute forme d'établissement. Et on voit bien à quel point aujourd'hui les questionnements se posent à la fois sur le domicile classique et sur l'art et logique de construction de virages domiciliaires au sein des établissements de notre territoire. tout à fait. Alors, parce qu'on n'est pas très optimiste, comment on peut rester optimiste en 2022? Comment donner envie de continuer, de s'accrocher et d'essayer de construire ce fameux demain, en fait? Sans doute plusieurs éléments. Non, le premier, c'est celui que tu viens de donner toi, c'est-à-dire que ce sont des métiers passionnants. Moi, j'ai l'immense chance d'exercer ces métiers depuis pas loin de 30 ans maintenant, pas tout à fait, mais pas loin, et c'est des métiers extraordinaires. Voilà. C'est-à-dire que je crois véritablement que ces métiers, et quelle que soit la place et la fonction que l'on occupe dans nos établissements et services, sont des métiers formidables. Ce sont des métiers formidables parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont pleins de relations humaines et que ce sont des métiers aujourd'hui qui, quand même, fabriquent une vraie expérience de vie et un vrai enrichissement personnel. Donc, je crois que, et ce n'est pas nouveau, mais ça reste vrai. Ça reste vrai malgré les difficultés qu'on a évoquées ensemble. Ça, c'est une conviction profonde et auquel chacun des adhérents de la FNADEPA est parfaitement attaché. Le deuxième élément, c'est que les élections, les périodes électorales, les campagnes électorales sont des moments où les fédérations, où les citoyens sont écoutés. J'ai bien dit écoutés. Ouais. Et c'est des moments où on peut, avec un porte-voix, dès lors qu'on l'utilise intelligemment, et c'est notre rôle à nous de porter la voix de nos adhérents le plus intelligemment possible, de manière la plus constructive possible, notre rôle à nous, ça va être de porter cette voix. Et de le porter, et on va le faire, et la FNADEPA ne se privera pas, dès ce mois de janvier,
de porter la voix de ses adhérents et de l'ensemble de celles et ceux qu'ils représentent. Ça veut dire les personnes âgées elles-mêmes, leurs familles et les équipes, bien évidemment. Et on va être écouté. On va être écouté et on va dire tout ce que l'on a à dire autour de ces sujets qu'on vient d'évoquer ensemble, et puis qu'on évoque évidemment dans l'ensemble des parutions et des interventions que nous faisons ici ou là. Et puis, c'est un temps aussi où celles et ceux qui veulent être élus prennent des engagements devant les Français. Et c'est aussi cette perspective-là qui est une perspective qui n'apparaît que tous les 5 ans dans notre pays et qui est une perspective à ne pas louper. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, et sans doute, lorsque nous nous reparlerons dans quelques mois, Arnaud, nous pourrons aussi vérifier si cette campagne a été aussi une campagne qui a tourné autour de ces sujets, des sujets qu'on vient d'évoquer ensemble, et si on a su faire porter la voix de chacun et faire entendre la voix de chacun. Moi, je suis aujourd'hui, évidemment, combatif, tu l'entends et tu le sens, et je reste persuadé que les missions, les actions que nous allons conduire, nous, FNADEPA, et collectivement avec d'autres fédérations de ce secteur sanitaire, à la fois du champ de la santé et du médico-social, du domicile et des établissements, portera ses fruits. Parce qu'il y a des réformes qui sont majeures à conduire, mais que ces réformes majeures, elles doivent véritablement aboutir à un projet de société pour nos aînés. Et je le redis, Arnaud, c'est nos aînés d'aujourd'hui et de demain. Si on a la chance de vivre vieux, toi et moi, eh bien, on aura très envie demain que la question de l'accompagnement corresponde à nos besoins, à nos attentes. Et on sait très bien que nos besoins et nos attentes à nous, ce n'est pas tout à fait les mêmes que celles de nos grands-parents et ce n'est pas non plus les mêmes que celles qu'auront nos petits-enfants lorsqu'ils auront l'âge de choisir un mode de vie et un mode d'accompagnement professionnel avec leur avancée en âge. Donc moi, je continue à militer évidemment pour que la réforme elle soit structurelle, qu'elle soit forte, qu'elle soit majeure, qu'elle soit pluriannuelle, on l'a dit. Et je continue à penser que les 6 mois qui s'ouvrent vont être des moments où, encore une fois, on va devoir dire haut et fort tout ce que nous pensons et que, par la preuve, on sera aussi en capacité d'être des bons terrains d'expérimentation et de dire que là, ça marche et pour que ça marche, il faut ça. Et si ça marche, c'est parce que, évidemment, nous aussi, dans nos établissements et services, nous aurons mis en œuvre des actions parce qu'on doit en conduire quelques-unes, qu'on peut mettre en œuvre et que des fois, on oublie de mettre en œuvre. Et il faut aussi qu'on soit capable de dire que tout ne doit pas venir de l'État et que tout ne vient pas des collectivités locales, que tout aussi se construit ensemble. Et on a, nous, notre responsabilité, mais on doit, dans cette situation-là, être aidé et travailler collectivement pour véritablement sortir de cette situation qui est toujours très difficile et dont on espère qu'en 2022, elle sera plus favorable. En tout cas, on va se battre pour ça. Bon. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois et de voir comment ça aura tourné. Merci Jean-Pierre pour ton bilan de 2020 et puis il va falloir être combatif. On le sera. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.